Voilà ce que je pouvais vous dire pour la dyslexie. Donc, si vous avez encore des questions sur la dyslexie, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors maintenant, on parle de la dyslexie en contexte plurilingue. Alors, que dit la recherche scientifique? Vous le savez, je ne suis pas scientifique, je suis comme vous une enseignante. Donc, je suis allée euh, consulter la littérature scientifique pour vous en proposer une synthèse. Je me suis notamment appuyée sur certains écrits d'Agnès Victo, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon. Et puis, j'ai suivi aussi toute une journée d'études à l'Université de Montpellier. C'était au mois de février 2025. Et cette journée était consacrée précisément à la dyslexie en contexte plurilingue. Donc, je vous fais une synthèse très rapide. Donc, d'abord, il y a plusieurs profils d'élèves bilingues ou plurilingues. Et évidemment, selon le profil, euh, les, les conséquences sur l'apprentissage de la langue ou des langues secondes, Ah, voire troisième, ne seront pas les mêmes. Donc, on a d'abord des enfants qui apprennent très précocement une seconde langue. Ce sont les bilingues qui entendent une langue dans l'entourage et puis tout de suite une seconde langue. Ce sont les enfants qui sont élevés dans deux langues. On va parler de langage alpha et de langage A et de langage alpha. Donc ce sont les bilingues précoces. Alors il y a les bilingues précoces simultanés, ceux qui entendent les deux langues dès la naissance. Ensuite, les bilingues précoces consécutifs, ceux qui entendent d'abord une langue, et puis peut-être au bout d'un an, au bout de 2 ans, en tout cas avant 6 ans, une seconde langue. Donc là, ce sont les bilingues précoces. Après, il y a les bilingues tardifs. Alors, les bilingues tardifs, ce sont ceux qui ont été élevés dans une langue, et pour une raison ou pour une autre, ils vont apprendre de façon intensive une seconde langue à partir de 12 ans. Et ça, vous avez les trois types là, de situations hein, dans vos établissements. Vous avez des bilingues précoces simultanés, vous avez des bilingues précoces consécutifs, vous avez des bilingues tardifs. Et puis après, il y a encore autre chose, il y a les apprenants de langue seconde, ceux qui vont commencer par exemple à apprendre une troisième langue au niveau du lycée. Bien, évidemment, selon le profil, euh, il va y avoir des conséquences différentes s'il y a dyslexie et s'il n'y a pas dyslexie. Alors, c'est quoi l'acquisition typique d'une langue? Donc, l'acquisition typique d'une langue, autre que quand on est bilingue dans la toute petite enfance, ça prend entre 3 et 5 ans. Donc, un enfant, par exemple, qui arrive dans un établissement de la MLF, il est âgé de 10 ans. Il arrive au collège. Il n'a jamais parlé que français. Il a une petite initiation à l'anglais. Et puis, soudain, on va lui demander d'apprendre une autre langue. Ou alors l'inverse. Un enfant qui a toujours parlé anglais ou arabe à la maison et ses parents décident de le scolariser dans un établissement de la MLF. Et il commence à apprendre le français à partir de 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. Il lui faut entre 3 et 5 ans pour apprendre correctement cette seconde langue-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet enfant n'a pas été diagnostiqué dyslexique en arrivant chez vous alors qu'il a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, eh bien, on ne peut pas penser que ces difficultés d'apprentissage sont liées à un trouble du langage écrit. Ces difficultés sont des difficultés d'apprentissage. Parce que peut-être il y a une distance typologique entre les langues, parce que la langue qu'il apprend n'est pas si transparente que ça, peut-être parce qu'il n'a pas spécialement d'aptitude linguistique, parce que
bah, cette seconde langue qu'il apprend, bah, finalement, il y a qu'à l'école où il l'apprend. Donc il n'a pas une quantité, une qualité d'exposition linguistique, suffisante. Donc la conclusion, c'est ce que j'ai mis en gras. Dans la majorité des cas, les difficultés que les apprenants peuvent rencontrer sont liées à l'appropriation de la langue en cours. Elles sont transitoires et seront surmontées en un temps variable. Mais ce temps variable est très long, entre 3 ans et 5 ans. Donc ça veut dire que votre élève qui arrive à 8 ans dans votre école, il a tout le temps parlé le turc, par exemple, et puis là, tout d'un coup, il est confronté au français. Hein, pendant 5 ans, il va avoir des difficultés. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dyslexique. Et il ne faut surtout pas aller faire de ce qu'on appelle un surdiagnostic. Aller médicaliser la difficulté scolaire, c'est une tendance. On a tendance à vouloir mettre des mots médicaux sur la difficulté scolaire. Mais dans l'apprentissage d'une seconde ou d'une troisième langue, si l'enfant n'a pas été diagnostiqué avant, eh bien, on va dire que dans l'immense majorité des cas, euh, l'enfant a des difficultés à apprendre la langue, mais que ces difficultés sont transitoires. Il faut lui laisser le temps. Au bout de 5 ans, en revanche, si les difficultés s'avèrent persistantes, ben là, on peut dire, ah oui, peut-être quand même qu'il y a un trouble du langage écrit. Mais normalement, on s'en sera aussi aperçu, et avant, dans sa langue maternelle. Donc, je vais aller directement sur le développement biplurilingue atypique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a une dyslexie et qu'on est confronté à un contexte de plurilinguisme? D'abord, il faut savoir euh, qu'aucune donnée en littérature scientifique explique que quand on est dyslexique, on ne peut pas du tout apprendre deux langues. On peut apprendre deux langues. Ça va être compliqué. L'utilisation de deux langues va augmenter les difficultés de langage, mais on peut apprendre deux langues. Et on a même des exemples d'enfants qui ont une trisomie, d'enfants qui sont sur le TSA et d'enfants, bien sûr, qui ont un trouble du langage écrit ou du langage oral, qui apprennent deux langues. Mais seulement l'apprentissage des deux langues va se faire beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement que les monolingues. Donc, on va dire que apprendre une seconde langue quand on est déjà dyslexique, ça ne va pas favoriser l'apprentissage de cette seconde langue. Euh, D'autre part, on va avoir les mêmes types de difficultés, des mêmes limitations à celles des enfants monolingues qui sont porteurs de ces mêmes types de troubles. On nous dit aussi que le, euh, il faut bien faire attention à ne pas vouloir aller mettre tout de suite un diagnostic de troubles 10 et notamment de dyslexie lors des difficultés d'apprentissage d'une langue seconde. Mais ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas insister. Euh, pour distinguer s'il s'agit d'un trouble spécifique du langage ou d'un simple retard d'acquisition, pour distinguer cela, les médecins vont regarder, vont observer si les difficultés apparaissent dans toutes les langues. Et pour que on puisse vraiment dire qu'il s'agit d'une dyslexie dans la langue seconde, il faut que les difficultés aient été observées aussi dans la langue première. Donc les difficultés doivent être observées dans toutes les langues de l'élève pour distinguer un trouble spécifique du langage d'un simple retard d'acquisition lié à l'apprentissage d'une langue seconde. Donc un élève qui n'est pas dyslexique, mais qui a beaucoup de mal
dans l'apprentissage d'une langue seconde. Par exemple, un petit enfant qui parle l'arabe, qui va être scolarisé en français et qui a beaucoup de mal, s'il n'a pas été, euh, comment dire, diagnostiqué dyslexique dans sa propre langue, on va dire que ces difficultés sont liées à l'acquisition de la langue. Il y a encore autre chose, et je vous en ai parlé tout de suite, c'est qu'il y a certains pays où le parcours de santé fait que l'enfant n'est pas diagnostiqué. Il y a des pays où il y a très peu de diagnostics de dyslexie. Donc ça ne va pas faciliter finalement le travail des enseignants. Parce que les enseignants, eux, comment vont-ils faire pour aller repérer un enfant qui serait dyslexique en français si il ne sait pas qu'il est dyslexique en turc ou en arabe, par exemple. Donc ça n'est pas une tâche facile. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quand même des erreurs caractéristiques. On a des erreurs caractéristiques, notamment dans la dysorthographie. Il y a les erreurs de phonologie, il y a les erreurs de segmentation, il y a les erreurs sur les dits consonantiques. Donc, si on retrouve ces erreurs, par exemple dans la langue de scolarisation française, mais qu'on n'a aucune information sur une éventuelle dyslexie parce que le parcours de santé de l'enfant n'a pas été possible, on peut néanmoins partir du français pour inviter les parents à essayer de tenter un diagnostic dans la langue première. Et il est évidemment beaucoup plus facile de poser un diagnostic dans la langue première que dans la langue seconde. Alors, il y a autre chose aussi qui est très important, c'est que la dyslexie, c'est une anomalie fonctionnelle, c'est un trouble neurobiologique qui a des causes génétiques, donc ça, on le sait, mais la langue maternelle va influer sur les symptômes de la dyslexie. Et quand on regarde la prévalence selon la langue maternelle, eh bien, on va voir des chiffres extrêmement différents. Par exemple, dans des locuteurs de langue anglaise, on a entre 10 et 20% d'enfants qui présentent une dyslexie. En France, enfin pour des locuteurs français, entre 5 et 8%. En arabe, entre 5 et 10%. En italien, entre 2 et 4%. En espagnol, pareil. En finlandais, entre 1 et 2%. En chinois, 1% seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple qu'un enfant qui est un locuteur anglais et qui a été diagnostiqué avec une dyslexie dans sa langue maternelle, eh bien peut-être qu'il aura moins de difficultés en français. Parce que le système phonologique de la langue anglaise est plus complexe que celui de la langue française. Et il aura peut-être moins de difficultés en français. Mais il aura quand même des traits de dyslexie. Puisqu'il a été diagnostiqué dyslexique dans sa propre langue, il aura des traits de dyslexie en français, mais peut-être moins de traits. Donc la langue maternelle, elle n'influe pas sur le déclenchement de la dyslexie, mais elle influe sur les symptômes et sur notamment ce qu'on peut voir en classe. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, les facteurs explicatifs de développement des symptômes viennent finalement du système de langue. Il y a des langues logographiques comme le chinois, c'est-à-dire une image, un mot. Des langues syllabiques comme le japonais, un symbole qui va être une syllabe. Et il y a la plupart des langues qui sont des langues alphabétiques, donc on va avoir phonème, graphème, une lettre, un phonème, ou une lettre, pardon, un son, plusieurs lettres. Donc, plus on est dans une langue enfin, les langues logographiques développent moins de symptômes que les langues alphabétiques. C'est pour ça qu'en Chine, il n'y a qu'1% de dyslexiques. Alors, la langue chinoise, on va voir tout à l'heure, elle provoque quand même certains signes, mais beaucoup moins qu'une langue alphabétique comme le français ou l'anglais. Et puis, d'autre part, on a des langues opaques, semi-transparentes ou transparentes. Les langues opaques, comme l'anglais.
énormément de graphèmes, tellement de graphèmes que la correspondance graphophonémique est très difficile. Ensuite, on a des langues semi-transparentes, semi-régulières, comme le français. On a un nombre raisonnable de graphèmes pour les phonèmes, mais quand même, il y a quand même beaucoup plus d'irrégularités que dans les langues transparentes comme le finnois ou l'italien. En italien, on a une correspondance parfaite entre les phonèmes et les graphèmes. Donc, plus la langue est à orthographe opaque et plus les manifestations de la dyslexie seront importantes. Plus les langues sont régulières, l'italien, l'espagnol, l'allemand, plus la correspondance entre les lettres et sons est directe et moins il y a de signes de dyslexie et de dysorthographie. Alors, si je reviens sur l'anglais, on a par exemple 1120 graphèmes pour 40 phonèmes, donc une langue très irrégulière. Vous regarderez sur mon support les difficultés phonologiques de l'anglais, ce qui explique voilà, le grand nombre de personnes dyslexiques, le grand nombre de locuteurs dyslexiques en anglais. Je vous donne juste une anecdote amusante. Georges Bernard Shaw aimait à souligner qu'en anglais, le mot fish pouvait s'écrire, parce que nous, en français, on va lire gothi, parce que le son F peut s'écrire GH, comme dans enough, le son I se dénoter O, comme dans women, et le son SH s'écrire T, comme dans notion. Donc, vous voyez ce problème de correspondance phonème-graphème. Vous regarderez aussi comment des enfants anglais sont beaucoup plus en difficulté que des enfants allemands pour apprendre à lire. Vous regarderez également aussi le pourcentage de mots lus correctement par des enfants lors de la première année d'apprentissage. Je vous donne juste un chiffre. Regardez, en Angleterre, on a seulement 34% de mots lus correctement au bout d'un an d'apprentissage, alors que par exemple, en Grèce, on est à 98% de mots lus correctement. Donc la langue maternelle influe sur l'apprentissage de la lecture et influe sur les manifestations de la dyslexie. Je vais sur l'arabe. Euh, les études indiquent une prévalence de la dyslexie comprise entre 5 et 10% selon le pays et selon les critères utilisés. En Égypte, par exemple, il y aurait 8% des enfants voilà, qui parlent et qui écrivent l'arabe égyptien. Il y aurait 8% d'enfants dyslexiques. Dans d'autres pays où l'arabe est la langue de scolarisation, on est entre 7 à 10%. Mais par exemple, au Maroc, on a moins de chiffres parce qu'il y a moins d'études. Alors, qu'est-ce qui va être compliqué dans l'apprentissage de l'arabe? La complexité de l'écriture, la diglossie, la différence entre l'arabe standard qui est utilisé à l'écrit puis les dialectes parlés, ça peut influencer la prévalence des troubles et puis la transparence orthographique. On a deux types d'arabe. Ne m'en demandez pas trop, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de cette langue, mais j'ai compris qu'il y avait l'arabe vocalisé avec des voyelles qui étaient notées et l'arabe non vocalisé qui est utilisé dans la plupart des textes. Les voyelles sont pas notées, donc c'est moins transparent et ça peut augmenter les difficultés de lecture. Vous regarderez aussi pourquoi en chinois, il y a très peu d'enfants dyslexiques et c'est parce que les systèmes des différents chinois, parce qu'il y a différentes langues chinoises, on est quand même à chaque fois dans des systèmes logographiques, donc image égale mot. Donc les troubles des apprentissages, notamment du langage écrit, sont beaucoup moins fréquents en chinois.